Lettre 11. Je ne puis songer aux dernières campagnes que j'ai visitées sans qu'il se mêle au souvenir de quelques doux moments plus d'un souvenir pénible. En 1788, par exemple, je partis avec Robert pour aller passer quelques jours à Romainville, chez le maréchal de Ségur. En route, nous remarquâmes que les paysans ne nous ôtaient plus leurs chapeaux. Ils nous regardaient au contraire avec insolence et quelques-uns même nous menaçaient avec leurs bâtons. Arrivés à Romainville, nous fûmes témoins du plus terrible orage que l'on puisse voir. Le ciel avait pris un ton jaunâtre, teinté de gris foncé, et quand ces nuages effrayants s'entr'ouvrirent, il en sortit des milliers d'éclairs accompagnés d'un tonnerre affreux et de grêlons si énormes qu'ils ravagèrent un espace de 40 lieues des environs de Paris. Tant que dura l'orage, je me rappelle que madame de Ségur et moi, pâle et tremblante, nous nous regardions en frissonnant. Il nous semblait voir en ce jour sinistre le présage des malheurs que, sans être astrologue, on pouvait prédire alors. Le soir et le lendemain, nous allâmes tous avec le maréchal contempler les tristes effets de l'orage. Le blé, les vignes, les arbres fruitiers, tout était détruit. Les paysans pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Chacun s'empressa de venir au secours de ces infortunés. Les gros propriétaires donnèrent beaucoup d'argent. Un homme fort riche distribua aussitôt pour son compte 40 000 francs aux malheureux qui l'entouraient. À la honte de l'humanité, ce même homme, l'année suivante, fut massacré un des premiers par les cannibales révolutionnaires. Dans cet été de 1788, j'allais passer 15 jours à la Malmaison, qui appartenait alors à madame la comtesse du Molay. Madame du Molay était une jolie femme très à la mode. Son esprit n'électrisait pas, mais elle comprenait celui des autres avec intelligence. Le comte Olivarez s'était alors établi chez elle, et elle avait eu pour lui la galanterie de faire placer à l'entrée d'un chemin situé dans le haut du parc une inscription portant « Sierra Morena ». Olivarez n'était point ce qu'on appelle aimable. Ce que j'ai remarqué en lui de plus saillant était sa malpropreté. Ses poches, pleines de tabac d'Espagne, lui servaient de tabatière. Le duc de Crillon et le cher abbé de Lille venaient fort souvent à la Malmaison, où je me trouvais heureuse de les rencontrer. Madame du Molay aimait beaucoup à se promener toute seule, et j'étais parfaitement de son goût, en sorte qu'il était convenu que l'on tiendrait une branche de verdure à la main si l'on ne désirait pas se chercher ou s'aborder. Je ne marchais jamais sans ma branche, mais si j'apercevais l'abbé de Lille, je la jetais bien vite. En juin 1789, j'allais dîner à la Malmaison. J'y trouvais l'abbé Sieyes et plusieurs autres amateurs de la Révolution. Monsieur du Molay hurlait contre les nobles. Chacun criait, pérorait sur toute chose propre à opérer un bouleversement général. On eût dit un vrai club, et ses conversations m'effrayaient horriblement. Après dîner, l'abbé Sieyes dit à je ne sais plus quelle personne « En vérité, je crois que nous irons trop loin. » « Ils iront si loin qu'ils se perdront en chemin, dis-je à madame du Molay, qui avait entendu l'abbé comme moi et qui s'attristait aussi de tant de présages funestes. Dans le même temps à peu près, j'allais passer quelques jours à Marly, chez madame Auguier, sœur de madame Campan et attachée elle-même au service de la reine. Elle avait près de la machine un château et un fort beau parc. Un jour qu'elle et moi étions à une fenêtre qui avait vue sur la cour, laquelle cour donnait sur le grand chemin, nous vîmes entrer un homme ivre qui tomba par terre. Madame Auguier, avec sa bonté ordinaire, appela le valet de chambre de son mari, lui dit de secourir ce malheureux, de le conduire à la cuisine et d'en avoir bien soin. Peu de moments après, le valet de chambre revint. En réalité, dit-il, madame est trop bonne, c'est un misérable que cet homme. Voici les papiers qui viennent de tomber de sa poche. Et il nous remit plusieurs cahiers, dont l'un commençait ainsi. À bas la famille royale, à bas les nobles, à bas les prêtres. Puis suivaient les litanies révolutionnaires et 1000 prédictions atroces, écrites en termes qui faisaient dresser les cheveux. Madame Auguier fit venir la maréchaussée, à qui était alors confiée la garde des villages.
4 de ces militaires arrivent, on leur enjoint d'emmener cet homme et de prendre des informations sur son compte. Ils l'emmènent, mais le valet de chambre les ayant suivis de loin sans qu'ils s'en aperçussent, les vit, dès qu'ils eurent tourné le chemin, prendre leur prisonnier bras dessus, bras dessous, et sauter chanter avec lui de l'air du meilleur accord. Je ne puis vous dire à quel point ceci nous effraya. Qu'allions-nous devenir, mon Dieu, si la force publique faisait cause commune avec les coupables? J'avais conseillé à madame Auguier de montrer ses cahiers à la reine, et quelques jours après, se trouvant de service, elle les fit lire à sa majesté, qui les lui rendit en disant « Ce sont des choses impossibles, je ne croirais jamais qu'il médite de pareilles atrocités. » Hélas, les événements n'ont que trop dissipé ce noble doute, et sans parler de l'auguste victime qui ne voulait point croire à tant d'horreurs, la pauvre madame Auguier elle-même était destinée à payer son dévouement de sa vie. Ce dévouement ne s'est jamais démenti. Dans les cruels moments de la Révolution, sachant que la reine était sans argent, elle s'empressa de lui prêter 25 louis. Les révolutionnaires le surent et vinrent aussitôt au château des Tuileries pour la conduire en prison ou pour mieux dire à la guillotine. En les voyant arriver, l'air furieux, la menace à la bouche, madame Auguier préféra une mort prompte à l'angoisse de tomber entre leurs mains. Elle se jeta par la fenêtre et se tua. J'ai peu connu de femme aussi belle et aussi aimable que madame Auguier. Elle était grande et bien faite. Son visage était d'une fraîcheur remarquable, son teint blanc et rose, et ses yeux jolis exprimaient sa douceur et sa bonté. Elle a laissé 2 filles, que j'ai connues dès leur enfance à Marly. L'une a épousé le maréchal Ney, la seconde a été mariée à monsieur de Broc. Cette dernière a péri bien jeune encore et bien malheureusement. Comme elle voyageait avec madame Louis Bonaparte, son intime amie, elle voulut dans une incursion à Ancenis traverser sur une planche un profond précipice. La planche manqua sous ses pieds et l'infortunée tomba morte dans l'abîme. Madame Auguier avait 2 sœurs. L'une était madame Campan, si connue, et comme la première femme de chambre de la reine, et comme l'habile directrice de cette maison d'éducation à Saint-Germain, dans laquelle toutes les notabilités de l'Empire faisaient élever leurs filles. J'avais connu madame Campan à Versailles, à l'époque où elle jouissait de toute la faveur et de toute la confiance de la reine. Je ne doutais nullement qu'elle n'eût conservé à son auguste maîtresse le dévouement et la reconnaissance dus à tant de bonté, lorsque pendant mon séjour à Pétersbourg, vous pouvez vous rappeler qu'un soir je l'entendis accusée d'avoir abandonné et trahi la reine. Ne pouvant voir dans ce propos que la plus infâme calomnie, je pris avec chaleur la défense de ma compatriote et je m'écriai plusieurs fois « C'est impossible !» 2 ans plus tard, revenu en France, je reçus, peu de jours après mon arrivée, la lettre suivante que m'écrivit madame Campan et que je copie ici afin de vous faire connaître une justification qui me semble porter tous les caractères de la franchise. Saint-Germain, ce 27 janvier, vieux style. Vous avez dit, bien loin de moi, aimable dame, c'est impossible. Le véritable esprit, la bonté, la sensibilité ont dirigé votre opinion, et ces qualités rares, si rares de nos jours, se sont, pour mon bonheur, trouvées chez vous réunies à des talents encore plus rares. Vous entendez mon impossible, autant que je suis pénétrée de ce qu'il a été prononcé par vous. En effet, comment croire que jamais j'ai pu séparer un moment mes sentiments, mes opinions, mon dévouement, de tout ce que je devais à l'être trop infortuné qui, tous les jours, faisait mon bonheur et celui des miens, et dont la conversation dans des droits qui étaient attaqués par une faction perfide et sanguinaire assurait le bonheur de tous et le mien particulièrement. J'ai eu au contraire l'avantage de lui donner des preuves non équivoques d'une reconnaissance telle qu'elle avait droit d'attendre. Ma pauvre sœur Auguier et moi, quoique je ne fusse pas de service, avons affronté la mort pour ne la point quitter dans la nuit à jamais mémorable et horrible du 10 août. Sortis de ce massacre, cachés et mourant d'effroi dans des maisons de Paris, nous avons ranimé nos forces pour parvenir jusqu'au Feuillant
et la servir encore dans sa première détention à l'Assemblée. Pétion, seul, nous avons séparé d'elle, lorsque nous voulûmes la suivre au temple. Avec des faits aussi vrais et si naturels, que je suis loin d'en tirer vanité, comment, direz-vous, peut-on avoir été aussi étrangement calomnié ? Ne fallait-il pas me faire payer chèrement une faveur marquée et soutenue pendant tant d'années ? Pardonne-t-on la faveur dans une cour, même quand elle tombe sur une personne de la classe de la domesticité ? On voulait me perdre dans l'esprit de la reine, voilà tout. On n'y réussit pas, et l'on saura quelque jour jusqu'à quel degré elle m'a conservé sa bienveillance et sa confiance dans les choses les plus importantes. Je dois cependant ajouter, pour ne rien déguiser de ce qui a pu porter à méconnaître mes véritables sentiments, que jamais je n'avais pu amener mon esprit à concevoir le plan de l'émigration, que je le regardais comme funeste aux émigrants, mais bien plus encore dans mes idées à cette époque au salut de Louis XVI. Habitant les Tuileries, j'étais sans cesse frappé de cette réflexion qu'il n'y avait qu'un quart de lieue de ce palais au faubourg insurgé et 100 lieues de Coblentz ou des armées protectrices. Le sentiment et l'esprit des femmes sont bavards. Je disais trop et trop souvent mon opinion sur cette mesure qui, dans ce temps, était l'espoir de tous. Un sentiment bien différent de l'amour insensé et criminel d'une révolution affreuse dictait mes craintes. Le temps ne les a que trop justifiées, et les innombrables victimes de ce projet ne devraient plus me les imputer à crime. Mais enfin, j'existe à présent sous une forme nouvelle. J'y suis livré en entier et avec la paix d'un cœur qui n'a pas le plus léger reproche à se faire. Depuis longtemps, je désire vous faire voir l'ensemble de mon plan d'éducation, vous recevoir, vous fêter en amie sincère et précieuse. Prenez un jour avec l'intéressant et infortuné Rousseau, et ce sera pour moi un jour de fête. Croyez à ma tendresse, à mon estime, à ma reconnaissance, enfin à tous les sentiments que je vous ai voués. Genêt Campan. Madame Auguier, outre Madame Campan, avait une autre sœur, nommée Madame Rousseau, fort aimable, belle, femme que la reine avait attachée au service du premier dauphin et qui m'a souvent donné l'hospitalité lorsque j'avais des séances à la cour. Elle est devenue si chère au jeune prince qu'elle soignait, que l'aimable enfant lui disait, 2 jours avant de mourir, « Je t'aime tant, Rousseau, que je t'aimerai encore après ma mort. » Le mari de Madame Rousseau était maître d'armes des enfants de France. Aussi, comme attaché à double titre à la famille royale, ne put-il échapper à la mort. Il fut pris et guillotiné. On m'a dit que son jugement rendu, un juge avait eu l'atrocité de lui crier « Pars celle-ci, Rousseau !» En vous entretenant de ces horreurs, j'anticipe sur le temps dont il me reste à vous parler jusqu'au jour où j'ai quitté la France. Je reprendrai dans une première lettre le récit des tristes événements qui m'ont obligé à fuir mon pays pour aller chercher dans des pays étrangers non seulement ma sûreté, mais cette bienveillance dont vous-même m'avez comblé durant mon séjour en Russie et dont je garde une si douce mémoire. Adieu, cher ami.